Je m'appelle Matthew. J'ai 36 ans. Et à Thanksgiving dernier, mon père a renversé une table de salle à manger en chaîne de 300 livres, envoyant une dinde de 20 livres et 5 bouteilles de vin coûteux s'écraser sur les genoux de ma mère. C'était le plus beau désastre que j'ai jamais vu. Mais avant de vous parler du silence qui a suivi ce fracas, un silence si fort qu'il semblait pouvoir briser les os, et avant de vous raconter comment j'ai expulsé ma propre mère de la maison qu'elle croyait posséder, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir qui m'accompagne dans cette folle aventure. Pour comprendre pourquoi un homme calme et retraité comme mon père détruirait un dîner de fête, nous devons remonter à 4 heures avant que la dinde ne touche le sol. J'étais assis dans mon SUV, garé à 2 pâtés de maison de chez mes parents. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Dans le rétroviseur, je pouvais voir mon fils Julien. Il a 7 ans. Il portait cette petite cravate à clipser qu'il avait insisté pour choisir lui-même parce qu'il voulait être élégant pour grand-mère. Il regardait par la fenêtre, comptant les écureuils qui grimpaient sur un chêne. Il n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Mon téléphone a vibré sur la console centrale. L'écran s'est allumé avec le nom de Carter. Carter n'est pas seulement mon meilleur ami. C'est aussi l'avocat immobilier le plus affûté de l'État. J'ai décroché. Et, Carter. Joyeux Thanksgiving. Ne me souhaite pas encore joyeux Thanksgiving, Matt. La voix de Carter était sérieuse, coupant à travers les parasites. J'appelle juste pour m'assurer que tu as le dossier. Le bleu. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste. Je pouvais sentir l'épaisse enveloppe contre mes côtes. Je l'ai. Il est juste là. Es-tu sûr de vouloir faire ça, a demandé Carter. Une fois que tu sors ces papiers, il n'y a pas de retour en arrière. Tu le sais, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une dispute sur la politique ou le football. C'est l'option nucléaire. J'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur. Julien a croisé mon regard et a souri, agitant une petite figurine en plastique vers moi. Je sais, ai-je dit, ma voix plus basse maintenant. Mais si elle commence, si elle fait ce qu'elle fait d'habitude, j'en ai fini, Carter. J'ai fini d'être le paillasson. J'ai fini de voir Julien être traité comme un citoyen de seconde zone. Bien, a dit Carter, parce que j'ai revu l'acte de propriété ce matin. C'est en béton. Tu as toutes les cartes en main, Matt. Tu dois juste être prêt à les jouer. Appelle-moi si tu as besoin d'argent pour la caution. Il a ri, mais je savais qu'il ne plaisantait qu'à moitié. J'ai raccroché et pris une profonde inspiration. L'air dans la voiture semblait lourd. Papa, a demandé Julien depuis l'arrière. On est presque arrivé. Presque, mon grand, ai-je dit, prenant ma meilleure voix faussement joyeuse. On prend juste 1 minute. Et, souviens-toi de la règle. Julien a hoché la tête. Si grand-mère dit quelque chose de bizarre, je te le dis. Et si je me sens triste, on part. C'est exact, ai-je dit, on part quoi qu'il arrive. Même si on n'a pas encore mangé la tarte. J'aime la tarte, a chuchoté Julien. Je sais que tu aimes ça. Mais on pourra acheter une tarte entière juste pour nous si on doit le faire. J'ai mis la voiture en marche et j'ai roulé le long du pâté de maison. Mes parents vivent dans un beau quartier. Des pelouses bien entretenues, de grandes maisons coloniales, des drapeaux américains flottant sur les porches. Cela semble parfait. Cela ressemble au genre d'endroit où vivent des familles heureuses. Mais je connaissais la vérité. Alors que je m'engageais dans l'allée, mon estomac s'est noué. Je l'ai vu immédiatement. Mon SUV est une voiture solide. Sûre, fiable, chère, mais discrète. Mais garée juste au centre de l'allée, occupant 2 places, se trouvait une Lamborghini Urus jaune vif. J'ai laissé échapper un soupir qui a fait trembler ma poitrine. Caleb était là. Mon frère Caleb, l'enfant chéri, l'homme de 40 ans qui agissait toujours comme un président de fraternité étudiante. En voyant cette voiture-là, je savais exactement comment la journée allait se passer. Il ne possédait pas cette voiture. C'était impossible. Caleb était entre 2 emplois depuis 3 ans. Il se disait entrepreneur, ce qui signifiait généralement qu'il empruntait de l'argent pour financer des idées qui échouaient en 3 mois. Je me suis garé dans la rue parce qu'il n'y avait pas de place dans l'allée de la maison que techniquement je payais. Nous sommes sortis de la voiture.
Le vent était glacial. Typique pour novembre. J'ai remonté la fermeture éclair du manteau de Julian et lui ai tenu la main. Sa main était petite et chaude dans la mienne. C'était la seule chose qui me gardait ancré. Nous avons remonté l'allée. Je pouvais entendre des rires venant de l'intérieur. Un rire fort et retentissant. C'était Caleb. J'ai sonné à la porte. J'avais toujours une clé, bien sûr, mais j'ai sonné. Je me sentais comme un invité. Ma mère, Madame Pototte, a ouvert la porte. Elle portait un tablier qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ses cheveux laqués formaient un casque de perfection. Oh, a-t-elle dit. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il ne l'a jamais fait avec moi. Vous êtes là. Nous pensions que vous vous étiez peut-être perdu. Salut, maman, ai-je dit, joyeux Thanksgiving. Elle a baissé les yeux vers Julian. Julian lui a souri. Ce sourire innocent et édenté qui fait fondre le cœur de tout le monde. Tout le monde sauf le sien. Salut, grand-mère, a gazouillé Julian. Bonjour, a-t-elle dit raidement. Elle ne s'est pas penchée pour le serrer dans ses bras. Elle n'a pas ouvert ses bras. Elle a juste reculé pour nous laisser entrer. Essuyez vos pieds, s'il vous plaît. Je viens de faire les tapis. La boue est terrible à cette époque de l'année. Elle n'a pas dit ça à Caleb. J'en étais sûr. Nous sommes entrés dans la chaleur du couloir. L'odeur de dinde rôtie, de sauge et de parfum coûteux m'a frappé. Ça sentait mon enfance, ce qui signifiait que ça sentait l'anxiété. Matthew. La voix de mon père est venue du salon. Mon père Joseph est apparu dans le couloir. Il avait l'air fatigué. Il avait toujours l'air fatigué ces jours-ci. Ses épaules étaient affaissées et ses cheveux étaient plus clairsemés que la dernière fois que je l'avais vu. Mais quand il a vu Julian, son visage s'est illuminé. Voilà mon grand garçon. Papa s'est agenouillé, chose que maman ne ferait pas, et a ouvert ses bras. Julian a lâché ma main et a couru vers lui. Grand-père, ils se sont étreints. Et pendant une seconde, j'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher. Au moins papa était de notre côté. Au moins papa essayait. Comment vas-tu, fils, m'a demandé papa, se levant et me serrant la main. Il m'a attiré dans une étreinte rapide et rude. Bonne route? Ouais, papa. C'était bien. As-tu vu la voiture de Caleb? A interrompu maman, sa voix perçante d'excitation. Elle rayonnait maintenant, regardant par la fenêtre la monstruosité jaune dans l'allée. Une Lamborghini. Tu peux le croire? Il dit que les affaires sont en plein essor. Il réussit si bien. J'ai regardé papa. Papa a détourné le regard, ses yeux se concentrant sur le sol. Il savait. Je savais. Mais maman vivait dans un monde fantastique où Caleb ne pouvait rien faire de mal. C'est une location, maman, voulais-je dire. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Allez dans le salon. Maman nous a fait signe de partir. Les garçons regardent le match. Je dois vérifier la volaille. Et Matthew, essaie de ne pas trop parler de ton travail. Tu sais, Caleb devient sensible parce que ton travail est si technique. Restons légers. J'ai failli rire. Je dirige une entreprise technologique. J'emploie 200 personnes. Je paie pour cette maison. Mais bien sûr, ne contrarions pas Caleb, qui est probablement en train de commettre une fraude électronique en ce moment même. Viens, ai-je dit à Julian. Allons voir tes cousins. Si seulement j'avais su que dans moins de 3 heures cette table de salle à manger serait à l'envers. J'aurais peut-être fait demi-tour et serais parti tout de suite. Mais nous sommes entrés dans le salon et le cauchemar a commencé. Le salon était dominé par l'écran de télévision massif de 80 pouces. Un autre cadeau que je leur avais acheté à Noël dernier. Bien que maman ait dit à tout le monde que Caleb l'avait choisi. Caleb était affalé sur le fauteuil inclinable en cuir, une bière à la main, criant après le match de football. Il avait l'air bien. Je lui accorde ça. Il avait la mâchoire carrée, les cheveux, la montre chère. Il ressemblait au succès, à moins de regarder de près ses yeux, qui s'agitaient nerveusement chaque fois que son téléphone vibrait. Ses 2 fils, Braden et Connor, avaient 10 et 11 ans. Ils étaient par terre en train de se battre brutalement.
Caleb, ai-je dit. Caleb a levé les yeux, affichant un sourire qu'il avait sorti d'une douzaine d'arrestations dans sa vingtaine. M'a dit, le fils prodigue est de retour. Qu'est-ce que tu conduis ces jours-ci? Toujours ce tank. C'est une bonne voiture, ai-je dit, gardant ma voix égale. Sûr, c'est ennuyeux, frérot. Caleb a ri, prenant une gorgée de bière. Tu as vu la bête dehors? Ça, c'est de la puissance. Ça, c'est de l'ingénierie italienne. Belle location, ai-je dit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La pièce est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde. Les yeux de Caleb se sont plissés. Location avec option d'achat, en fait, a-t-il menti. Le marché est fou en ce moment. La crypto explose. Tu devrais t'y mettre, Matt. Je pourrais te montrer les ficelles même si tu es du genre lenté régulier. Je l'ai ignoré et j'ai regardé Julian. Julian tenait sa figurine, regardant ses cousins. Salut, Bradan. Salut, Connor, a dit Julian timidement. Bradan a regardé Julian, puis a regardé Caleb. Il a ricané. Pourquoi il porte une cravate? On dirait un serveur. Caleb a reniflé. Il a l'air un peu coincé, n'est-ce pas? C'est une belle cravate, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Il voulait être élégant pour le dîner. Peu importe, a dit Connor, se retournant vers la télé. Ne reste pas devant l'écran. D'accord. Julian s'est recroquevillé contre ma jambe. J'ai posé une main sur son épaule. Cette dynamique n'était pas nouvelle. C'était l'histoire de ma vie. Laissez-moi vous ramener 20 ans en arrière. J'avais 16 ans. J'avais travaillé tout l'été à tondre des pelouses pour économiser pour une voiture. J'avais $2000 dans une boîte à chaussures. Caleb, qui avait 20 ans, venait d'accidenter sa troisième voiture, une conduite en état d'ivresse, bien que maman ait appelé cela un malentendu avec la police. Pour mon anniversaire, je suis descendu en espérant peut-être un peu d'aide pour acheter une Honda d'occasion. Au lieu de cela, il y avait une Mustang flambant neuve dans l'allée avec un nœud rouge. Mon cœur s'est arrêté. J'ai pensé que pour la première fois de ma vie, il me voyait. Puis, maman a tendu les clés à Caleb. Il a besoin d'un nouveau départ, m'avait-elle dit, sans même me regarder dans les yeux. Il a traversé tellement de traumatismes avec l'accident. Tu es fort, Matthew. Tu peux continuer à travailler. Tu as du caractère. J'ai eu du caractère. Caleb a eu une Mustang. Mais le pire moment, le moment qui a vraiment brisé quelque chose en moi, c'était il y a 7 ans. Ma femme m'avait quitté. C'était compliqué, douloureux, et j'étais seul. J'ai décidé d'adopter. J'avais toujours voulu être père, et j'avais les ressources. Quand j'ai rencontré Julian, c'était un bébé en famille d'accueil. Il avait ses grands yeux pleins d'âme. J'ai su instantanément qu'il était mon fils. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. J'étais si heureux. Je pleurais. J'adopte, leur ai-je dit. Son nom est Julian. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis maman a parlé. Adopter, a-t-elle dit, le mot ayant un goût de vinaigre dans sa bouche. Mais Matthew, il ne sera pas des nôtres. Il sera le mien, ai-je dit. Donc il sera le vôtre. Ce n'est pas pareil, a-t-elle dit. Le sang, c'est le sang. Les garçons de Caleb, ils portent le nom. Ils portent l'ADN. On ne peut pas juste ramasser un enfant et prétendre que c'est la famille. Je ne leur ai pas parlé pendant 6 mois après ça. La seule raison pour laquelle je suis revenu dans leur vie était à cause de papa. Papa m'a appelé un soir en chuchotant pour que maman n'entende pas. Il m'a dit qu'il se noyait. Caleb avait vidé leur fonds de retraite pour une entreprise commerciale qui s'est avérée être une chaîne de Ponzi. La banque saisissait leur maison. Ils allaient être sans abri. J'étais en colère. Dieu que j'étais en colère. Mais je ne pouvais pas laisser mon père vivre dans la rue. Alors, j'ai fait quelque chose que personne ne sait. Pas même Caleb. Surtout pas Caleb. J'ai acheté la maison. J'ai remboursé la banque. J'ai acheté l'acte de propriété. J'ai tout arrangé pour que mes parents puissent y vivre sans loyer pour le reste de leur vie.
Je leur ai dit que j'avais géré ça avec la banque et qu'ils avaient juste à payer les factures. Maman a supposé que je leur avais juste prêté un peu d'argent. Elle refusait de croire que j'avais ce genre de richesse. Dans son esprit, j'étais juste un geek en informatique et Caleb était le visionnaire qui avait juste une série de malchance. J'ai gardé l'acte dans un coffre-fort. Je ne l'ai jamais brandi au-dessus de leur tête. Je voulais juste qu'ils soient en sécurité. Mais aujourd'hui c'était différent. Le dossier dans ma poche de veste semblait lourd, comme un pistolet chargé. Matthew. La voix de papa m'a ramené au présent. Peux-tu m'aider avec les boissons? J'ai regardé papa. Il avait l'air épuisé. Il regardait Caleb crier après la télé, regardait Bradan donner des coups de pied au dos du canapé. Bien sûr, papa, ai-je dit. Je suis allé dans la cuisine. Maman était là en train d'arroser la dinde. Maman, ai-je dit, où veux-tu qu'on s'assoie? Elle n'a pas levé les yeux. Eh bien, la table de la salle à manger ne peut accueillir que 8 personnes confortablement. Et nous avons Caleb, sa femme, les 2 garçons, moi, ton père, elle s'est tue. Ça fait 6, ai-je dit. Plus moi, et Julien. Ça fait 8. Ça rentre parfaitement. Elle a essuyé ses mains sur un torchon et s'est finalement tournée vers moi. Son visage était un masque de fausses excuses. Eh bien, Caleb aime avoir de la place pour ses coudes, et les garçons sont si grands maintenant. Ils ont besoin d'espace. J'ai installé la table de jeu dans le coin petit déjeuner pour toi et le garçon. Le coin petit déjeuner. Dans la cuisine, loin de la salle à manger. Tu veux que moi et mon fils mangions dans la cuisine, ai-je demandé, ma voix basse. C'est douillet, a-t-elle insisté. Et il est désordonné. Tu sais comment sont les enfants. Je ne veux pas de sauce au canneberge sur la nappe en soie. C'est une antiquité. Bradan a renversé du jus de raisin sur cette nappe l'année dernière et tu as ri. Je lui ai rappelé. C'était un accident, a-t-elle claqué. Écoute, Matthew, ne fais pas de scène. C'est Thanksgiving. Assieds-toi juste où je te dis. C'est ma maison, mes règles. Ma maison. Les mots ont résonné dans ma tête. J'ai mis la main dans ma poche et touché le dossier. Pas encore. Je devais attendre. Je devais voir jusqu'où elle pousserait le bouchon. D'accord, ai-je dit. Mais Julien a une assiette pleine. Comme tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Elle m'a fait signe de partir maintenant. Va me chercher le vin à la cave. Le truc cher. Caleb célèbre quelque chose. Je suis allé à la cave. J'ai attrapé une bouteille de Cabernet millésimé. J'ai regardé l'étiquette. C'était une bouteille que je leur avais achetée pour leur anniversaire il y a 5 ans. Ils l'ouvraient pour Caleb. J'ai saisi le goulot de la bouteille. Je voulais la fracasser contre le mur, mais je ne l'ai pas fait. Je suis monté à l'étage, prêt pour la guerre. L'heure suivante a été une leçon magistrale de torture psychologique. La femme de Caleb, Jessica, était arrivée. C'était une femme qui passait clairement 3 heures à se préparer pour avoir l'air de ne pas s'en soucier. Elle est entrée, a embrassé maman sur les 2 joues et m'a complètement ignoré. Oh, Eleanor, s'est-elle extasiée auprès de ma mère. La maison est divine, et cette voiture dehors, Caleb assure vraiment ce trimestre. Je sais, a gazouillé maman en lui tendant un verre de mon vin coûteux. J'ai toujours su qu'il réussirait grandement. Il a cette vision, vous savez, tout comme son grand-père. Je me tenais dans le coin, sirotant un verre d'eau, les regardant se féliciter mutuellement pour des réalisations qui n'existaient pas. Julien était assis par terre près de la bibliothèque, lisant un livre qu'il avait apporté. Il était assez intelligent pour rester hors de la zone d'impact de ses cousins. Bradan et Connor couraient autour du salon en criant comme des banchés. À un moment donné, Connor a couru devant Julien et a accidentellement donné un coup de pied dans la jambe de Julien. Oups. Connor a ri. Julien a tressailli mais n'a pas pleuré. Il m'a regardé. J'ai commencé à avancer. Connor, a crié papa depuis son fauteuil. Regarde où tu vas. Il était sur le chemin, grand-père, a pleurniché Connor. Il était assis immobile, a dit papa, sa voix étonnamment ferme. Excuse-toi. Connor a regardé maman.
Il savait qui détenait le pouvoir ici. Oh, Joseph, laisse le garçon tranquille. Maman a appelé depuis la salle à manger. Il joue juste. Les garçons seront toujours des garçons. Julien a besoin de s'endurcir un peu de toute façon. Il est si délicat. Délicat. Nom de code pour pas l'un des nôtres. J'ai marché vers Julien et je l'ai pris dans mes bras. Ça va? Papa, il m'a donné un coup de pied, a chuchoté Julien. J'ai vu. Reste près de moi. J'ai décidé de sortir sur le patio arrière pour prendre l'air. J'avais besoin de me calmer avant de dire quelque chose que je regretterais ou avant de frapper mon frère au visage. Je suis sorti par la porte coulissante en verre. La cour arrière était grise et dormante. La piscine était couverte. J'ai entendu une voix chuchotée et frénétique. C'était Caleb. Il se tenait au coin de la maison en train de fumer une cigarette, chose que maman interdisait. Il avait son téléphone pressé contre son oreille et il transpirait malgré le froid. Je t'ai dit que je l'aurai la semaine prochaine. Caleb a sifflé dans le téléphone. Arrête d'appeler à la maison. Non, écoute-moi. Ma mère signe les papiers lundi. C'est sûr. Oui, la ligne de crédit hypothécaire vaut un demi-million. Facile. Donne-moi juste 2 jours de plus. Je me suis figé. La ligne de crédit, la maison. Caleb n'était pas seulement fauché. Il avait de gros ennuis avec quelqu'un de dangereux. Peut-être des usuriers, peut-être une dette de jeu. Et son plan était d'amener maman à contracter un prêt hypothécaire sur la maison pour le renflouer. Il allait voler leur maison à nouveau. Mais il y avait un problème avec son plan directeur. Maman ne pouvait pas signer l'hypothèque parce que maman ne possédait pas la maison. J'ai souri. C'était un sourire froid et dur. C'était ça. C'était la munition dont j'avais besoin. Mais je devais choisir le bon moment. Si je l'exposais maintenant ici, il mentirait. Il tournerait la chose. Maman le croirait. Je devais le faire devant tout le monde. Je suis rentré avant que Caleb ne me voie. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'adrénaline. De retour à l'intérieur. L'odeur de la dinde était écrasante. Il était temps de manger. Le dîner est servi, a annoncé maman en sonnant une petite cloche en cristal. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. La table était dressée comme une couverture de magazine. Bougies, argenterie, verre en cristal. Caleb s'est pavané et a pris le siège en bout de table. La place habituelle de papa. Asseyez-vous, asseyez-vous. Caleb a fait signe à tout le monde comme s'il était le roi du château. Festoyons. Papa a hésité, puis s'est assis à la droite de Caleb. Il semblait petit. Il semblait vaincu. J'ai marché vers la table avec Julien. Matthew. Maman m'a arrêté, plaçant une main sur ma poitrine. Ses ongles s'enfonçaient dans mon pull. Je t'ai dit le coin petit déjeuner. Elle a pointé vers la cuisine. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir une petite table de jeu bancale installée contre le mur. Elle avait des assiettes en papier, des fourchettes en plastique, pas de bougies, pas de centre de table. On aurait dit le coin des punis. Maman, ai-je dit assez fort pour que la pièce entende. Il y a 2 chaises vides juste là à la table principale. J'ai pointé les places au bout. Ce sont pour les sacs, a dit Jessica, laissant tomber son sac Louis Vuitton sur l'une des chaises. Et les manteaux. Nous ne voulions pas encombrer le placard. Tu priorises un sac à main sur mon fils, ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse. Caleb a ri. Un bruit braillant et nerveux. Détends-toi, m'a dit. C'est juste une question de place. Ne sois pas si sensible. D'ailleurs, les enfants peuvent être turbulents. Nous voulons un dîner paisible. Julien n'est pas turbulent, ai-je dit. Bradan et Connor sont ceux qui se battaient dans le salon. Ils ont beaucoup d'énergie, les a défendus maman instantanément. C'est un signe de grande intelligence. Assieds-toi juste dans la cuisine, Matthew, a marmonné papa en regardant son assiette. S'il te plaît, juste pour aujourd'hui. Je ne veux pas me battre. J'ai regardé papa. Il me suppliait des yeux. Juste traverser ça. J'ai regardé Julien.
Il regardait le sol. La honte brûlait ses oreilles. Il comprenait. Il savait qu'il n'était pas désiré. Cela faisait plus mal que tout. D'accord, ai-je dit. Viens, Julien. Nous sommes allés dans la cuisine. J'ai assis Julien à la table de jeu bancal. C'est pas grave, papa, a chuchoté Julien. J'aime cette table. C'est calme. Tu es un bon garçon. Lui ai-je dit, ma voix se brisant. Tu es le meilleur garçon. De la salle à manger, j'entendais des bouchons sauter. J'entendais des toasts être portés. À Caleb, a annoncé maman. À son succès. Et à la famille. À la famille. Ils ont tous applaudi. J'étais assis là dans la cuisine à regarder la fourchette en plastique. Papa, a demandé Julien. On peut avoir de la dinde? Je vais t'en chercher, ai-je dit. Je me suis levé. Je suis retourné dans la salle à manger. Il faisait déjà passer les plats. Purée de pommes de terre, farce, ragoût de haricots verts. Ils se servaient eux-mêmes. Personne ne nous avait appelés. Personne ne nous avait rien apporté. Je me tenais près de l'embrasure de la porte, attendant une pause dans la conversation. Alors, maman, a dit Caleb, la bouche pleine de farce, à propos de ces papiers dont je t'ai parlé, l'opportunité d'investissement. J'ai vraiment besoin que tu signes cette autorisation lundi. La banque insiste. Bien sûr, chérie, a dit maman, rayonnant vers lui. Tout ce dont tu as besoin. Je te fais confiance. C'est l'hypothèque de la maison, c'est ça, a dit Caleb. Nous avons plein d'argent qui dort là à ne rien faire. Exactement, a dit Caleb, c'est juste un effet de levier. Tu ne remarqueras même pas que c'est parti et je le doublerai en 6 mois. Papa a levé les yeux. L'hypothèque. Caleb, nous en avons parlé. C'est notre filet de sécurité. Joseph, arrête de t'inquiéter. Maman a claqué. Caleb sait ce qu'il fait. Contrairement à certaines personnes, il prend des risques. C'est comme ça qu'on devient riche. J'ai serré les poings. Il volait mes parents juste devant moi. Et maman lui tendait le stylo. Excusez-moi, ai-je dit en m'approchant de la table. Julien a faim. La table est devenue silencieuse. Ils m'ont regardé comme si j'étais le serveur. Oh, a dit maman. Eh bien, prends une assiette. Il y en a plein. Elle a fait un geste vague vers la nourriture. J'ai tendu la main vers le plat de dinde. Il était juste devant maman. À ce moment-là, Julien, qui m'avait suivi silencieusement, a tendu sa petite main. Il avait faim. Il voulait juste un morceau de viande. Est-ce que je peux avoir un pilon, a demandé Julien innocemment. Sa main planait au-dessus du plat. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti. Le visage de maman s'est tordu en un rictus de dégoût. Elle n'a pas juste déplacé le plat. Elle n'a pas juste dit non. Elle a levé la main et a giflé la main de Julien, un claquement sec. Le son était net et choquant. Aïe. Julien a retiré sa main, les larmes remplissant instantanément ses yeux. Ne touche pas à la dinde, a sifflé maman. Elle ressemblait à une vipère. Ses mains grasses. Tu attends qu'on soit servi. La table principale est réservée à mon frère et à ses enfants. On ne se sert pas comme ça. Tu peux manger les restes dans la cuisine quand nous aurons fini. Le silence qui a suivi était absolu. Ma vision est devenue rouge. Je veux dire, littéralement rouge. J'ai senti un rugissement monter dans ma gorge qui allait arracher le toit de la maison. Mais je n'ai pas été celui qui a bougé en premier. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Julien tenait sa main, pleurant silencieusement, regardant sa grand-mère avec une trahison pure. Caleb mâchait, l'air amusé. Jessica vérifiait son téléphone sous la table. Puis je l'ai vu. Mon père, Joseph, l'homme qui avait gardé la tête basse pendant 40 ans, l'homme qui avait laissé maman tout diriger, l'homme qui évitait les conflits à tout prix, a cessé de trembler. Ses mains, qui reposaient sur la nappe, se sont recroquevillées en poing. Il a regardé maman. Ses yeux n'étaient plus fatigués. Ils étaient froids. Ils étaient morts. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a demandé papa. Sa voix était très calme.
Maman n'a pas remarqué le danger. Elle a levé les yeux au ciel. J'ai dit qu'il doit apprendre les bonnes manières, Joseph. Il a failli renverser le plat. Il peut manger les déchets. C'est ce à quoi il est habitué, n'est-ce pas? De là d'où il vient. Déchets, a répété papa. Joseph, ne commence pas. Maman a averti. Verse le vin. Je me suis avancé pour attraper maman. J'allais la jeter de sa chaise. Je me fichais que ce soit de la maltraitance envers les personnes âgées. J'allais physiquement l'éloigner de mon fils. Papa, ai-je dit, ma voix tremblante. On part. Non, a dit papa. Il s'est levé. Il s'est levé lentement, mais avec une puissance que je n'avais pas vue chez lui depuis que j'étais enfant. Il a regardé Caleb assis dans son fauteuil. Sors de mon siège, a dit papa à Caleb. Caleb a ri nerveusement. W.O., papa, détends-toi. C'est juste une chaise, ai-je dit. La voix de papa est devenue plus forte. Sors, Joseph. Maman a frappé sa main sur la table. Tu gâches le dîner. Assieds-toi. Papa s'est tourné vers maman. Tu as frappé un enfant. Tu as frappé mon petit-fils. Il ne l'est pas. Maman a commencé à le dire. Elle a commencé à dire les mots qui scelleraient son destin. Il n'est pas du même sang. Papa ne l'a pas laissé finir. Il est plus mon petit-fils que ces deux sales gosses mal élevés ne le seront jamais. Papa a pointé Bradan et Connor qui se jetaient actuellement des petits pains. Excusez-moi. Jessica s'est levée offensée. Mes enfants sont calmes. Calmez-vous, a rugi papa. Le son a rebondi sur les murs. Maman avait l'air choquée. Elle ne l'avait jamais entendu crier comme ça. Je t'ai écouté rabaisser Matthew pendant 30 ans, a dit papa, sa voix tremblant de rage. Je t'ai regardé vider notre compte en banque pour renflouer ce raté de fil. Il a pointé Caleb. Je t'ai regardé traiter Matthew comme un étranger dans sa propre maison. Mais aujourd'hui tu frappes un garçon de 7 ans parce qu'il voulait un morceau de dinde. Je ne l'ai pas frappé. Je le corrigeais, a crié maman. Tu lui as dit de manger les restes, a dit papa. Comme un chien. Papa a regardé la table. Il a regardé la dinde rôtie parfaite, la saucière en argent, les verres à vin en cristal, le symbole de tout ce qui importait à maman. Les apparences. Tu tiens plus à cette table qu'à ta famille. Papa a dit, ne sois pas dramatique, Joseph. Maman a ricané. Assieds-toi et mange. Papa m'a regardé. Il a regardé Julien. Non, a dit papa. Personne ne mange à cette table. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire pour toujours. C'est mon souvenir préféré. Papa a saisi le bord de la lourde table en chêne à 2 mains. Ses articulations étaient blanches. Il a planté ses pieds. Joseph, qu'est-ce que tu fais? A demandé maman, sa voix tremblant pour la première fois. Je débarrasse la table, a dit papa avec un grognement d'effort qui venait du plus profond de son âme. Papa a soulevé vers le haut. La table, qui devait peser 300 livres entièrement dressée, s'est soulevée. Non, a crié maman. Papa ne s'est pas arrêté. Il l'a retournée. Ce n'était pas une petite poussée. C'était un retournement complet. La table est passée à la verticale, puis s'est écrasée à l'envers. Le son était apocalyptique. Crash. Les assiettes ont éclaté en 1 million de morceaux. La dinde a roulé sur le sol, laissant une traînée de graisse. La saucière a explosé contre le mur, aspergeant un liquide brun partout sur le chemisier en soie blanche de Jessica. Les bouteilles de vin rouge se sont brisées, envoyant un liquide rouge foncé éclabousser le costume de location de Caleb et le tapis immaculé de maman. Les bougies ont roulé sur le tapis, grésillant dans le vin renversé. La pièce était détruite. Instantanément, Caleb a reculé en rampant, tombant de sa chaise. « Papa, tu es fou ?» Maman était assise là, figée, avec de la purée de pommes de terre éclaboussée sur son tablier coûteux. Elle regardait les décombres de son Thanksgiving parfait. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Papa se tenait au milieu de la destruction, respirant fort. Il paraissait avoir 10 ans de moins. Il a regardé maman.
Tu peux manger les restes, a dit papa. Sur le sol. J'ai attrapé Julien, qui avait les yeux écarquillés, mais bizarrement pas peur. Il regardait grand-père comme s'il était un super-héros. Papa, ai-je dit, allons-y. Papa a enjambé la table renversée. Il a marché sur un morceau de la porcelaine préférée de grand-mère, le réduisant en poussière avec son talon. Il ne s'est pas retourné. Il a marché vers nous. Il a pris la main de Julien. « Viens, fils, m'a dit papa. Je nous offre des burgers. » Nous avons marché vers la porte d'entrée. Joseph. Maman a finalement retrouvé sa voix. Elle a crié depuis la salle à manger. Si tu franchis cette porte, n'ose pas revenir. Tu m'entends? Je divorcerai. Je prendrai tout. Papa s'est arrêté à la porte. Il s'est retourné lentement. Maman avait trébuché dans le couloir couverte de sauce, ressemblant à une sorcière dérangée. Tu ne peux rien prendre, Éléanore, a dit papa calmement. Parce que nous n'avons rien. Caleb a tout dépensé. C'est un mensonge. Maman a hurlé. Nous avons la maison. Papa m'a regardé. Il m'a fait un petit sourire triste. Demande à Matthew pour la maison, a dit papa. Puis il a ouvert la porte et est sorti dans l'air froid de novembre. Nous avons descendu l'allée devant la Lamborghini jaune. En passant devant la voiture de Caleb, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Il y avait un petit autocollant sur le pare-choc. Locations exotiques de Jersey, tarif journalier. J'ai ri. Nous sommes montés dans mon SUV. Papa s'est assis sur le siège avant. Julien s'est assis à l'arrière. Grand-père, a dit Julien doucement. Tu as mis le bazar. Papa a gloussé. C'était un son sec et rauque. C'est sûr, gamin. C'est sûr. Tu t'es fait mal au dos, ai-je demandé en démarrant le moteur. Je me sens super bien, a dit papa. J'ai l'impression de me réveiller d'un coma de 40 ans. J'ai démarré. Je n'ai pas regardé la maison en arrière, mais je savais que la véritable explosion allait arriver demain. Maman pensait qu'elle détenait le pouvoir à cause de la maison. Elle pensait qu'elle pouvait mettre papa à la porte. Elle pensait qu'elle pouvait signer l'hypothèque pour Caleb lundi. Elle n'avait aucune idée que le morceau de papier dans ma poche de veste était une bombe nucléaire. Nous avons fini dans un endroit appelé Jerry's Diner à la périphérie de la ville. C'était l'un des rares endroits ouverts à Thanksgiving. Ça sentait le vieux café, la graisse de bacon et l'eau de javel. Pour moi, ça sentait le paradis. Nous nous sommes assis dans une banquette en vinyle rouge. Papa, moi et Julien. La serveuse, une femme fatiguée nommée Brenda, est venue. Dure journée, les gars. Vous n'avez pas idée, a dit papa. 3 burgers à la dinde et des frites et le plus gros milkshake que vous ayez pour le petit gars. Ça marche, Brenda a souri. Quand elle est partie, le silence s'est installé sur la table. Mais ce n'était pas le silence tendu de la maison de mes parents. C'était un silence confortable. Papa a regardé ses mains. Je suis désolé, Matthew. Papa, tu n'as pas à, Paul. Si, je dois. Papa a interrompu. Il m'a regardé dans les yeux. Je l'ai laissé te traiter comme ça pendant des années. Je pensais que si je maintenais juste la paix, si je gardais juste ma bouche fermée, les choses s'amélioreraient. Je pensais qu'elle finirait par voir quel homme bon tu es. Mais j'avais tort. J'étais un lâche. Tu n'as pas été un lâche aujourd'hui, ai-je dit. J'aurais dû renverser cette table il y a 20 ans. Papa a dit, quand elle a donné cette voiture à Caleb, quand elle n'est pas venue à ta remise de diplôme. Quand elle a refusé de rencontrer Julien. Il a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Puis il a tendu la main et a serré celle de Julien. Je la quitte. Matt, a dit papa. J'ai fini. Je ne peux pas retourner là-bas. Je m'en fiche si je dois dormir dans un refuge. Tu ne dors pas dans un refuge, ai-je dit. Tu restes avec moi. J'ai plein de place. Je ne peux pas être un fardeau, a dit papa. La vieille habitude d'autodépréciation reprenant le dessus. Papa, ai-je dit fermement. Tu es mon père. Tu n'es jamais un fardeau. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Caleb.
Espèce de psychopathe. Maman est hystérique. Elle appelle les flics. Tu as intérêt à arranger ça ou je te poursuis en justice. J'ai montré le téléphone à papa. Papa a ri. Poursuivre pourquoi? Dommage par sauce? Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto de Caleb. Et dis à papa qu'il doit signer les papiers d'hypothèque demain ou on est tous foutus. J'ai besoin de cet argent, Matt. Sérieusement. C'était là. Le désespoir. Papa, ai-je dit en posant le téléphone. On doit parler de la maison. Je sais. Papa a soupiré. On devra la vendre. Diviser les biens. Ça va être le bordel. Elle va se battre pour chaque centime même s'il ne reste plus de centimes. Papa. Je me suis penché plus près. Maman ne peut pas vendre la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un bien matrimonial. Non, ai-je dit, ce ne l'est pas. J'ai mis la main dans ma poche de veste. J'ai sorti le dossier bleu. Je l'ai placé sur la table collante juste à côté du distributeur de sucre. Ouvre-le, ai-je dit. Papa a essuyé ses mains sur une serviette et a ouvert le dossier. Il a ajusté ses lunettes. Il a lu la première page. Ses yeux se sont écarquillés. Il a levé les yeux vers moi, puis de nouveau vers le papier. C'est l'acte de propriété, a bégayé papa. D'il y a 5 ans quand on a failli perdre la maison. Continue de lire, ai-je dit. Regarde la ligne pour le propriétaire enregistré. Papa a tracé la ligne avec son doigt. Matthew Reynolds. Il a levé les yeux confus. Mais maman pense que la banque l'a refinancé. Elle pense que nous payons une hypothèque à la banque. Vous me payez, ai-je dit, tu envoies le chèque à la LLC que j'ai créée. Je paie les taxes et l'assurance. J'ai acheté la maison, papa. Cash il y a 5 ans. Je la possède à 100%. Papa s'est adossé à la banquette. Il avait l'air stupéfait. Tu nous as sauvés, a-t-il chuchoté. Tu nous as sauvés et tu l'as laissé prétendre qu'elle était toujours la reine du manoir. Je l'ai fait pour toi, ai-je dit. Je ne voulais pas que tu aies l'impression d'avoir perdu ta maison. Mais cela signifie. Papa a commencé à sourire. Un vrai sourire malicieux. Cela signifie, ai-je dit, que maman vit dans ma maison. Caleb essaie d'obtenir un prêt sur ma maison. Et demain tu peux les mettre à la porte. Papa a fini la phrase. Exactement, ai-je dit, légalement, elle est locataire sans bail et elle vient d'agresser le fils du propriétaire. Brenda est arrivée avec les burgers. L'odeur de graisse et d'oignon était enivrante. Attaqué, a dit papa, prenant son burger à 2 mains. On a besoin de force. Demain c'est le jour de l'expulsion. Nous avons mangé comme des rois. Julien avait une moustache de milkshake au chocolat. Papa a ri jusqu'aux larmes. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le fils invisible. J'étais l'homme qui tenait les cartes. Et demain j'allais jouer la quinte flush royale. Le soleil s'est levé le lendemain matin avec une audace qui semblait insultante. C'était un vendredi lumineux et vif, le genre de matin d'après Thanksgiving qui est généralement réservé aux sandwichs à la dinde restant et au shopping. Mais pour moi, c'était le jour du jugement. J'ai dormi sur le canapé dans mon propre salon parce que j'avais insisté pour que papa prenne la suite d'amis. Quand je me suis réveillé, la maison était calme. Pendant une seconde, j'ai paniqué. J'ai pensé que papa avait peut-être changé d'avis. J'ai pensé que peut-être la culpabilité de 40 ans de mariage s'était insinuée pendant la nuit et qu'il était retourné à la maison des horreurs pour s'excuser. Mais alors j'ai senti le bacon. Je suis entré dans la cuisine. Papa était là portant l'un de mes peignoirs qui était un peu trop grand pour lui. Il fredonnait. Il retournait des crêpes. Julien était assis au comptoir, balançant ses jambes, regardant son grand-père avec admiration. « Bonjour, propriétaire », a dit papa, affichant un sourire. « Bonjour, papa », ai-je dit en versant du café. « Tu as bien dormi ?»« Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis l'administration Carter », a dit papa. Il a servi une crêpe en forme vaguement de Mickey Mouse pour Julien. J'ai parlé à Carter, au fait, ton ami avocat. Je l'ai appelé à 6 heures du matin.
J'espère qu'il ne te facturera pas pour l'heure matinale. Tu as appelé Carter, ai-je demandé. Je voulais être sûr, a dit papa, son visage devenant sérieux. Je voulais être sûr que je ne rêvais pas à propos de l'acte et je voulais connaître la procédure. Carter dit que nous devons y aller aujourd'hui. Il dit que nous devons sécuriser les lieux avant que Caleb ne tente quelque chose de stupide. Caleb est désespéré. Je sais. Ai-je dit, il a besoin de cette ligne de crédit qu'il ne peut pas obtenir. Ce qu'il ne peut pas obtenir parce que la banque ne prêtera pas d'argent sur une maison qu'il ne possède pas, mais il ne le sait pas encore, ce qui le rend dangereux. Nous avons pris le petit déjeuner rapidement. Il y avait une énergie militante dans l'air. Nous n'étions pas une famille allant en visite. Nous étions une unité tactique. J'ai conduit. Papa s'est assis à la place du mort. Nous avons laissé Julien avec ma voisine de confiance, Madame Higgins, parce que les choses allaient devenir laides, et je ne voulais pas qu'il voie sa grand-mère supplier ou crier. Quand nous nous sommes garés devant la maison, la Lamborghini jaune était toujours là, mais il y avait aussi une autre voiture, une dépanneuse. Un agent de saisie accrochait la Lamborghini. Papa a laissé échapper un sifflement bas. Eh bien, ça répond à la question sur ses finances. Nous sommes sortis de la voiture. Caleb était sur la pelouse avant, portant toujours son pantalon de costume taché de vin de la veille, criant après le conducteur de la dépanneuse. « Vous ne pouvez pas la prendre !» Caleb criait, sa voix se brisant. « J'ai fait le paiement. C'est un retard de virement bancaire. J'appelle mon avocat. » Le conducteur, un gars costaud qui avait clairement entendu ce discours 1000 fois, n'a même pas levé les yeux. « Appelez le pape pour ce que j'en ai à faire, mon pote. L'ordre est arrivé ce matin. Défaut de paiement. Reculez ou j'appelle les flics. » Caleb s'est retourné et nous a vus. Son visage est passé du rouge au blanc pâle. « Toi. » Caleb m'a pointé du doigt. « C'est ta faute. Toi et ton petit drame hier soir avaient tout gâché. » Je suis passé devant lui. Je n'ai même pas ralenti. « Bonjour, Caleb. Belle voiture. Où l'était-elle ? » Papa a marché juste à côté de moi. Il n'a pas regardé Caleb. Il a monté les marches jusqu'à la porte d'entrée. Il a utilisé sa clé qui fonctionnait toujours, et a ouvert la porte. L'odeur nous a frappés en premier. Vin éventé, graisse figée, et l'odeur aigre du Lemon Pledge, essayant de couvrir un désastre. Maman était dans le salon. Elle était assise sur le canapé, frottant une tache de vin sur le tapis avec une énergie furieuse et maniaque. Jessica, la femme de Caleb, était assise dans le fauteuil, fixant le mur, ayant l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Quand maman nous a vus, elle a arrêté de frotter. Elle s'est levée. Elle s'est redressée de toute sa hauteur, lissant son tablier ruiné. Alors, a-t-elle dit, sa voix glaciale. Vous avez décidé de revenir en rampant. Elle a regardé papa. J'espère que tu as préparé de bonnes excuses, Joseph. Et un chèque. Les nettoyeurs de tapis facturent le triple pour le service des jours fériés. Et la table de ma grand-mère, elle est rayée. Papa n'a pas parlé. Il a juste marché vers le manteau de la cheminée et a pris une photo encadrée de lui et maman d'il y a 20 ans. Il l'a regardée une seconde, puis l'a posée face contre terre. Je ne suis pas ici pour m'excuser, Eleanor, a dit papa, je suis ici pour faire mes bagages. Faire tes bagages ? Maman a ri. Un son dur et cassant. Ne sois pas ridicule. Tu ne vas nulle part. Tu fais une crise de la quarantaine à 68 ans. C'est pathétique. Tu vas t'asseoir, faire un chèque à Caleb pour sa détresse émotionnelle, et ensuite tu vas t'excuser auprès de moi pour m'avoir humilié devant mes petits-enfants. Ce n'étaient pas des petits-enfants, ai-je dit en m'avançant. C'étaient des brutes en formation. Maman a tourné brusquement la tête vers moi. Toi. Tu es le poison dans cette famille, Matthew. Depuis que tu as amené ce garçon dans nos vies. Tout a été difficile. Tu as monté ton père contre moi. Je ne l'ai pas monté, ai-je dit. Je lui ai juste ouvert les yeux. La porte d'entrée a claqué. Caleb s'est précipité à l'intérieur, essoufflé. Maman, ils ont pris la voiture. Tu dois signer les papiers maintenant. Aujourd'hui,
Nous devons virer l'argent à la société de leasing avant midi ou il résilie le contrat. Maman, s'il te plaît. Caleb tremblait. Il ressemblait à un junkie ayant besoin d'une dose. Maman a regardé son enfant chéri. Son visage s'est adouci instantanément. Oh, mon pauvre bébé. C'est bon. On va arranger ça. J'appelle la banque tout de suite. Nous avons l'hypothèque. Nous avons plein d'équité. Elle s'est tournée vers papa. Joseph, où est le dossier avec le titre de propriété? J'en ai besoin pour le notaire. Papa m'a regardé. Il a hoché la tête. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste. J'ai sorti le dossier bleu. Tu n'as pas besoin de notaire, maman, ai-je dit. Et tu n'as pas besoin de la banque. Donne-moi ça. Caleb s'est jeté sur le dossier. J'ai reculé. Assieds-toi, Caleb, ou j'appelle la police et je leur parle de la cocaïne que j'ai vue dans ta boîte à gants hier soir. Je n'avais pas vraiment vu de cocaïne, mais c'était une supposition calculée basée sur son comportement. Caleb s'est figé. Ses yeux s'agitaient. Jessica a laissé échapper un halètement. Assieds-toi, ai-je ordonné. Ma voix était calme, autoritaire. C'était la voix que j'utilisais quand je virais des employés incompétents. Caleb s'est assis. Maman a tenu bon. C'est quoi cette absurdité, a exigé maman. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti l'acte de propriété. C'était un document épais avec un sceau doré en bas. J'ai marché vers la table basse, la seule table encore debout, et je l'ai posé. Lis-le, ai-je dit. Maman a regardé le papier. Elle a plissé les yeux. Elle refusait de le ramasser comme si le toucher la brûlerait. Je n'ai pas besoin de lire tes faux papiers, a-t-elle craché. Ce n'est pas faux, Éléanore, a dit papa. C'est une copie certifiée de l'acte de garantie. Regarde la date. Il y a 5 ans. Quand la banque a réclamé le prêt. Maman a finalement regardé. Ses yeux ont scanné le jargon juridique. Donateur. Donataire. Description de la propriété. Puis elle l'a vu. Propriétaire, Matthew J. Reynolds. Elle l'a fixé. Elle a cligné des yeux. Elle l'a relu. Je ne comprends pas. Elle a chuchoté. La banque. Nous avons refinancé. Caleb a dit qu'il connaissait un type à la banque qui a restructuré le prêt. Elle a regardé Caleb. Caleb fixait le sol, le visage gris. Tu savais? Maman a demandé à Caleb. Je ne savais pas qu'il l'avait acheté, a bégayé Caleb. Je savais juste que la banque avait arrêté d'appeler. Je pensais que tu avais arrangé ça. J'ai arrangé ça, ai-je dit, le coupant. J'ai remboursé les 300 000 $ que tu leur as volés, Caleb. J'ai remboursé la deuxième hypothèque que tu as incité papa à signer par ruse. J'ai acheté la maison pour qu'il ne soit pas jeté à la rue. Je me suis tourné vers maman. Tu ne possèdes pas cette maison, maman. Tu ne la possèdes plus depuis 5 ans. Tu vis ici en tant qu'invité. Sans loyer, sans facture. Maman s'est effondrée sur le canapé. Tout l'air est sorti d'elle. Elle semblait petite. Mais c'est ma maison, a-t-elle marmonné. J'ai choisi les rideaux. J'ai planté les roses. Tu as choisi les rideaux, ai-je convenu. Mais je possède les murs auxquels ils sont accrochés. Et en tant que propriétaire, j'ai le droit de décider qui vit ici. La pièce était mortellement silencieuse. Même l'horloge au mur semblait bruyante. Et j'ai décidé, ai-je continué, ma voix se durcissant, que je ne veux pas de locataire qui maltraite mon fils. Maman a levé les yeux, des larmes de choc montant dans ses yeux. Locataire? Je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère au moment où tu as giflé Julien, ai-je dit, maintenant tu es juste une femme qui vit dans ma maison. Une femme qui a dit à mon fils de manger des restes. J'ai sorti un autre papier du dossier. Un avis d'expulsion. Ceci est un avis formel, ai-je dit, le plaçant à côté de l'acte. Dans cet état, en tant que locataire sans bail, je dois te donner 30 jours. Mais étant donné les troubles domestiques d'hier soir, l'agression sur un mineur, mon avocat dit que je peux obtenir une ordonnance d'expulsion d'urgence en 48 heures si je porte plainte.
Porteur plainte? Maman a halté. Tu ne me ferais pas de procès? J'ai dit, tu as 30 jours, mais papa part aujourd'hui. Maman a regardé papa. Elle a tendu une main. Joseph, tu savais à propos de ça. Tu l'as laissé me faire ça. Papa n'a pas pris sa main. Il s'est tenu droit. Il ne te fait pas ça à toi, Éléanore, a dit papa, tu t'es fait ça à toi-même. Tu as choisi Caleb. Encore et encore, tu as choisi l'apparence sur la substance. Tu as choisi un mensonge sur ta propre famille. Papa s'est dirigé vers le couloir. Je vais faire mes valises. Je prendrai le camion. Tu peux garder la berline. Joseph. Maman a crié. Tu ne peux pas me laisser. Comment vais-je payer les factures? Comment vais-je manger? Demande à Caleb, a dit papa, sans regarder en arrière. C'est l'entrepreneur de génie, n'est-ce pas? Maman s'est tournée vers Caleb. Caleb, fais quelque chose. Arrange ça. Caleb a regardé maman, puis moi, puis l'avis d'expulsion. La réalité s'enfonçait. Il n'y avait pas d'équité. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de maison à hypothéquer. Et soudain, le masque de l'enfant chéri est tombé. Arranger ça? Caleb a ricané vers maman. Arranger quoi? C'est toi qui as perdu la maison. Tu m'as dit que tu la possédais. Tu m'as menti. J'ai menti? Maman a hurlé. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma retraite. Je t'ai donné mes bijoux et ce n'était pas assez. Ce n'est jamais assez, a crié Caleb en retour. Et maintenant regarde-nous. Je suis fauché. Ma voiture est partie. Et tu es sans abri. Espèce de vieille femme stupide. La pièce s'est figée. Maman a regardé Caleb comme s'il lui avait tiré dessus. Le garçon qu'elle avait vénéré. Le garçon qu'elle avait mis sur un piédestal tout en me jetant dans la boue. Il la traitait de stupide. Il la blâmait. Caleb, a-t-elle chuchoté. Comment peux-tu me parler comme ça? Parce que tu lui es inutile maintenant. Jessica a pris la parole. Nous nous sommes tous tournés vers Jessica. Elle s'est levée, lissant sa robe. Elle s'est dirigée vers Caleb. Elle a enlevé son alliance. Jessica, a demandé Caleb. Bébé? Elle a laissé tomber la bague dans la poche de sa poitrine. J'emmène les garçons chez ma sœur, a dit Jessica calmement. Ne nous suis pas et ne m'appelle pas tant que tu n'auras pas un travail. Un vrai travail, pas une combine. Elle m'a regardé. Matthew, je suis désolé pour hier soir. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Elle a hoché la tête, la honte colorant ses joues, et est sortie par la porte. Caleb a couru après elle. Jess, attends, bébé. J'ai un plan. J'ai juste besoin d'un peu de temps. La porte d'entrée a claqué. Maman était seule. Elle était assise sur le canapé, entourée de l'odeur de vin éventé et des décombres de sa vie. Elle m'a regardé, ses yeux étaient suppliants. Matthew, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Tu ne peux pas être sérieux. Où irai-je? Je l'ai regardé. J'ai regardé les mains qui avaient giflé mon fils. J'ai regardé la bouche qui avait craché du venin sur moi pendant 30 ans. J'ai ressenti une pointe de pitié. Mais alors je me suis souvenu du visage de Julien. Je me suis souvenu de lui assis à la table de jeu bancal. Tu as 30 jours, maman, ai-je dit. Je te suggère de commencer à faire tes cartons, et si j'étais toi, je commencerais à chercher une table plus petite. Je me suis tourné et je suis parti aider papa à faire ses bagages. Quand nous sommes partis 1 heure plus tard, la benne du camion était chargée des vêtements de papa, de ses outils et de son matériel de pêche. C'était tout ce qu'il voulait. Maman était toujours assise sur le canapé, fixant l'acte. Elle n'est pas venue à la porte. Elle n'a pas fait signe au revoir. Alors que nous reculions hors de l'allée, papa a laissé échapper un long soupir. Il a baissé la vitre. L'air froid a frappé son visage. J'ai l'impression de pouvoir respirer, a dit papa. Pour la première fois en 40 ans. Je peux vraiment respirer. Je l'ai regardé. Il souriait.
Rentrons à la maison, papa, ai-je dit, Julien attend. Décembre est arrivé avec une couverture de neige recouvrant les cicatrices de novembre. Cela faisait 4 semaines depuis l'incident de la dinde, comme nous l'appelions maintenant. La vie s'était installée dans un nouveau rythme, étrange mais merveilleux. Papa vivait dans la suite d'amis de ma maison, mais il n'était pas vraiment un invité. Il était essentiel. Il était debout tous les matins à 6 heures pour réparer des choses dont je ne savais même pas qu'elles étaient cassées. Il a réparé le robinet qui fuyait dans la buanderie. Il a construit une bibliothèque pour la chambre de Julien. Il a organisé le garage, mais surtout, il était un grand-père. Il allait chercher Julien à l'école tous les jours. Je rentrais du travail pour les trouver dans le salon en train de construire des châteaux Lego élaborés ou de lire des livres près du feu. Julien n'était plus le garçon timide qui s'asseyait dans un coin. Il était bruyant. Il riait. Il courait dans la maison en sachant que personne n'allait lui crier dessus parce qu'il existait. « Papa » ai-je dit un soir en les regardant jouer. « Tu n'as pas à faire tout ça. Tu es à la retraite. Tu devrais te détendre. » Papa a levé les yeux du sol où il aidait Julien à assembler un vaisseau spatial Lego. « Je me détends, Matt. Être ici, être utile, être aimé. Ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. » Nous ne parlions pas beaucoup de maman, mais nous savions ce qui se passait. Carter, mon avocat, s'occupait de tout. Il m'a dit que maman avait déménagé le 29e jour. Elle n'est pas partie calmement. Elle a apparemment crié après les déménageurs, cassé un vase et menacé de poursuivre tout le monde, du facteur au président. Mais elle est partie. Elle a emménagé dans un petit appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. C'était un endroit décent. Je m'en suis assuré. Je n'étais pas cruel. J'ai payé les 6 premiers mois de loyer pour elle anonymement via Carter. Après cela, elle devrait vivre de sa sécurité sociale. Caleb. Caleb vivait sur son canapé. Jessica avait demandé le divorce et obtenu la garde complète des garçons. L'entreprise de Caleb s'était complètement effondrée et il esquivait les huissiers pour diverses dettes. Alors maintenant, maman et son enfant chéri étaient enfin ensemble, piégés dans un petit appartement aux murs fins, sans argent, sans statut, et personne à blâmer à part l'un l'autre. J'ai entendu par un ami de la famille qu'ils se disputaient constamment. Maman le harcelait pour qu'il trouve un travail. Il lui criait dessus pour avoir perdu la maison. C'était un enfer de leur propre fabrication. La veille de Noël est arrivée. La maison sentait les aiguilles de pain et la cannelle. Cette fois, c'est moi qui cuisinais et je faisais une dinde, une grosse. La sonnette a retenti. J'y vais, a crié Julien, courant vers la porte. Il a ouvert pour révéler Carter et sa femme et Madame Higgins d'à côté. J'avais invité notre famille choisie. Nous nous sommes rassemblés dans la salle à manger. Ma table de salle à manger n'est pas un monstre en chêne antique. C'est une table moderne et élégante en bois récupéré. Elle peut asseoir 12 personnes. D'accord, tout le monde, ai-je dit en levant un verre de vin. Le dîner est servi. Nous nous sommes tous assis. Papa s'est assis en bout de table. Je me suis assis à sa droite. Julien s'est assis à sa gauche. Il n'y avait pas de table pour les enfants. Il n'y avait pas d'exil dans la cuisine. Attendez, a dit Julien soudainement. On a oublié quelque chose. La pièce est devenue silencieuse. Julien a sauté de sa chaise. Il a couru dans la cuisine et est revenu en tenant une petite assiette en papier. Dessus, il y avait une seule croquette de poulet. Il s'est dirigé vers une chaise vide dans un coin. Une chaise que nous avions laissée vide pour la mémoire. Il a placé la croquette sur la chaise. C'est pour le vieux temps, a dit Julien sérieusement. Pour qu'on se souvienne de ne pas être méchant. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Il se souvenait. Bien sûr qu'il se souvenait. Mais il le traitait avec une grâce que maman n'avait jamais eue. C'est un bon rappel, Julien, a dit papa en s'essuyant l'œil. Nous avons commencé à manger. Et laissez-moi vous dire, la nourriture avait meilleur goût que n'importe quel repas que j'ai jamais mangé dans cette grande maison coloniale. Ça avait le goût de la liberté. À mi-chemin du dîner, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Maman. La table est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé. Je l'ai laissé sonner.
C'est tombé sur la messagerie. Ça a sonné à nouveau. Papa a posé sa fourchette. Tu peux répondre si tu veux, Matt. Je ne serai pas fâché. J'ai regardé le téléphone. Je l'imaginais dans ce petit appartement. Peut-être qu'elle se sentait seule. Peut-être qu'elle appelait pour s'excuser. Peut-être qu'elle réalisait enfin ce qu'elle avait perdu. Mais ensuite j'ai regardé Julian, mangeant joyeusement sa farce, en sécurité. J'ai regardé papa, paraissant 10 ans plus jeune, riant avec Madame Higgins. J'ai réalisé que laisser sa voix entrer dans cette pièce serait comme ouvrir une fenêtre dans un sous-marin. Cela laisserait juste entrer l'eau. Non, ai-je dit, on mange. J'ai retourné le téléphone. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que Julian fut endormi, papa et moi nous sommes assis près du feu avec un verre de scotch. J'ai écouté le message vocal. Je l'ai dit à papa, et papa a demandé, fixant les flammes. Elle ne s'excusait pas. J'ai dit qu'elle se plaignait que Caleb avait mangé le reste du jambon de Noël et demandait si je pouvais lui virer $500 pour une nouvelle télé. Papa a secoué la tête et a pris une gorgée de scotch. Certaines personnes ne changent jamais, Matt. Elles vieillissent juste. Tu vas bien, papa, ai-je demandé. Vraiment? Elle me manque parfois, a admis papa. Ou celle que je pensais qu'elle était quand nous avions 20 ans me manque. Mais le sentiment de marcher sur des œufs dans ma propre cuisine ne me manque pas. La boule au ventre chaque fois que la porte du garage s'ouvrait ne me manque pas. Il m'a regardé. Tu m'as rendu ma vie, fils. Tu m'as donné un foyer. Je ne pourrai jamais te rembourser pour ça. Tu m'as remboursé ce soir, ai-je dit. Quand tu as lu la nuit avant Noël et à Julian, c'est tout le loyer dont j'ai besoin. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant juste le feu crépiter. Tu sais, a dit papa doucement. Je me suis toujours inquiété que tu sois le calme, celui en arrière-plan. Je m'inquiétais que tu laisses le monde te marcher dessus. J'ai failli, ai-je dit. Mais tu ne l'as pas fait, a souri papa. Tu as attendu, tu as planifié, et quand le moment est venu, tu as renversé la table. J'ai ri. Tu as littéralement renversé la table, papa. Métaphoriquement, a fait un clin d'œil papa. Tu as changé la donne. La semaine suivante, j'ai mis la vieille maison en vente. Je n'en voulais pas. Je ne voulais pas des souvenirs. Je l'ai vendue à un jeune couple sympathique avec un bébé en route. J'espérais qu'il la remplirait de meilleurs souvenirs que nous. Avec l'argent de la vente, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai acheté un petit condo confortable en centre-ville et j'ai mis l'acte au nom de papa. Je voulais qu'il ait son propre bien, sa propre indépendance, même s'il passait la plupart de son temps chez moi. Deuxièmement, j'ai créé un fonds fiduciaire pour les études de Julian qui était si sécurisé que même une loi du Congrès ne pourrait pas y toucher. Et troisièmement, j'ai envoyé un chèque à l'agence de placement familial où j'ai trouvé Julian. J'ai joint une note pour « les restes » afin qu'il n'ait jamais à manger dans la cuisine. Quant à maman, elle est toujours dans cet appartement. Caleb est parti 1 mois plus tard pour poursuivre une « opportunité en or » à Vegas, la laissant avec le loyer. Elle appelle parfois. Je réponds parfois. Nous parlons de la météo. Nous parlons des nouvelles, mais nous ne parlons jamais de Thanksgiving. Et elle ne demande jamais de nouvelles de Julian. Et c'est bien ainsi, parce que Julian a une famille. Il a un père qui déplacerait des montagnes pour lui. Il a un grand-père qui renverserait des tables pour lui et il sait au plus profond de ses os que sa place est à la table principale, toujours. Cette histoire n'est pas seulement à propos d'un mauvais dîner de Thanksgiving, c'est à propos des limites, de l'estime de soi et de la vraie définition de la famille. Premièrement, l'indépendance financière est votre bouclier le plus fort. Parce que j'avais mes propres ressources et que j'avais secrètement sécurisé le logement de mes parents, je détenais le pouvoir quand les abus ont escaladé. Si j'avais été dépendant d'eux ou si j'avais laissé Caleb tout vider, le résultat aurait été tragique. Deuxièmement, les membres toxiques de la famille n'ont pas de droit sur votre vie juste parce qu'ils partagent votre ADN. Ma mère a utilisé le sang comme une arme pour blesser mon fils. Mais la famille, c'est l'action. La famille, c'est l'amour. Papa a prouvé qu'il était ma famille en me défendant. Maman a prouvé qu'elle ne l'était pas en maltraitant un enfant. Enfin, protéger vos enfants passe avant tout. Toujours.
Au moment où ma mère a giflé Julien, la relation a pris fin. Il n'y a pas de compromis quand il s'agit de la sécurité et de la dignité d'un enfant. Briser le cycle de l'abus est l'héritage le plus important que nous puissions laisser. Qu'en pensez-vous? Ai-je été trop dur avec ma mère en l'expulsant? Ou a-t-elle eu exactement ce qu'elle méritait? Si vous croyez que chaque enfant mérite une place à table, écrivez « bien » dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir que vous soutenez Julien et papa. Votre interaction aide l'histoire à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin du courage de renverser leur propre table. Merci d'avoir écouté. Es que nos contamos todo y me mandó capturas y todo eso. Rosy, ¿pero era de Topolan? Sí, estuve en Tupulán. ¿En qué villa? Todo el puto server desapareció y están acá en pa'l carajo. Venga la Se llama. Ya cállate, Es que por tenía ahí, una por ahí. voz. Tenía una Por voz aquí. así como Por acá, por acá, por acá. de DJ, ¿sabes? por aquí. De esos así. Ahí, Carmen. Pero no. ¿De ay, DJ? sí, se me olvidó el bandida, nombre. marica, que Así es, tal, que sí. triqui, marica. Ya Sí, llegó el así que es sabe, directo. ya llegó el que sabe de Romeo. Ay, ¿sí? Ah, es Ton, un ton, amigo de ton, Romeo. Llegaste. No, Tonchi, Llegaste, marica. Buenas, muchachos. Hola, Ton. Escuchame, marica, me están Aprovecha diciendo que ahorita vos que conocés. puedes, Tonchi. ¿Vos conocés el personaje de Romeo, marica? El Romeo que le colocaron como 40 cuernos a una bandida, marica. No mames. Marica, contame. Lo empezó a mezclar. Desconfundió No, de ya sé mezclar. cómo Sí, es. Víctor Historia. tiene Lo- películas en la Oye, cabeza al Rompiste tiempo. historias. Al ¿No que, era al así? que le, pu- al que le pusieron Romeo. los cachos fue a Roberto. Romeo fue el que Ah, estaba perdón. primero con una, pero vivían muy lejos y entonces lo dejaron ahí y entonces ahora Corre, Romeo tiene güey, una pareja corre, pero Tonchi, Julieta como que corre. aparece ¿Qué? y Corre, dice que no corre. siente nada por Corre, Romeo ya porque lo corre. respeta pero no aparece. Sí, y que Ajá. Romeo, Ajá. que Romeo era de Colombia y Julieta de México. Es bandida exclusiva. Es bandida exclusiva. Romeo porque Julieta me parece muy feo que No, haga, no, haga siéntate, haciendo esas siéntate, cosas. Tonch. Siéntate. Oh no. Oh no. Hello. ¿Por qué? ¿Dónde saludando gente? Ignórate. Ey, ¿qué te pasa con Tons? Tons es un amigo. ¿Qué te pasa? Mi hermano, mi hermanito del alma, mi Ajá, hermano es gemelo, mi amigo, hermano de siéntate. leche. Sí, sí, ¿qué pasó? Sí. Oye, es que te Eh. estaba Ah, contando. pues Tonchi es sabe que la parte de Julieta- Romeo. Que cuente la parte de Romeo. Sí, Oye, cuéntanos la parte de Tonch, Romeo. ¿no su te madre. acuerdas? ¿No te acuerdas de uno que hacía directo que tenía la voz como muy gruesa así? Que hacía directo y se Kevin. contaba con nosotros. No. Ay, ¿cómo se llama? Tenía un nombre raro. Pero, mano. Oh, creo que ya sé quién. Ay, no me acuerdo su nombre. Ay, Bueno, Kevin también no me era, ¿o acuerdo, sí? también me acuerdo que Julieta tenía un sugar daddy. ¿Cómo? No, marica, Julieta. ¿Cómo? Rosy, Eres de- Ralander. No, creo que no, Ralander no, ni en pedo. ¿Cómo? Mierda. Julieta es... Uy, no, man. Pero Julieta... ¿de qué coño estamos hablando, por favor? ¿De qué villa era, Estamos, Rosy? estamos Ey, hablando de Julieta que es bandida, pero no lo quiere admitir, ¿eh? Romeo, Marica. Romeo se ¿Sabes consiguió una quién nueva fue? novia. ¿Sabes quién puede saber? Julieta se quedó El sola. ¿Quién? Pocho. ¿Ya ¿Quién? entendiste? Pocho puede saber. Ah, Márcale. Ya entendí, Pocho ya Tato. entendí, Y también ya está entendí. platicando de la noche Pochotata oscura y tiene Roberto unos Gómez Bolaños. chismes. Pero- Ah, pero ¿te ya, acuerdas? ya, La ya, otra ya, vez ya. Pocho me contó una historia y me estaba. Entonces tú te yo- sabes la un historia chisme, de... Y me quedé, no manches. No mames, Rosy, me vas a Romeo. dejar con el chisme. Sí, sí. Ya, Es que- entonces es sabe la que- historia es de que, Romeo, que lo amiga, cuente. es- A ver, que ¿Eh? cuente Ay, Tons de la ay, ay. contra- A ver, a ver. Romeo. A Pero ver, te a acuerdas ver. su silencio. inicial. A ver, ¿qué van a contarles parte de Romeo? Dale, Vale. Ton, cuenta la parte de Tony va a Romeo. contar la parte de Romeo. ¿Y por qué yo? Porque tú te Pues, sabes la pues- historia de Romeo. Cuenta tu historia de Julieta. De Romeo. Romeo. Ya sé. Que la dejaste, Él digo que la hacía dejaron. directo. Debo de tener ¿Cómo? directo. ¿Cómo? ¿Cómo? por los- Rosy, ya después le dice Rosy, queremos escuchar la parte de Roberto. De Roberto. De Romeo. Bueno, si lo encuentras, Roberto. Rosy, me dices. de Romeo. A ver, Si lo Romeo, encuentras, me dice Rosy. cuenta la Siéntate, parte de siéntate, Tonch. siéntate, Rosy. Digo, que- Pa'l carajo. No, tú no sabes, Toncho, un chisme. La de ¿cómo que Romeo, nos estás cuente, diciendo que que la nos de cuente la Romeo, historia de ¿no? Romeo? La de Romeo. Y ya, la verga.
Sí, cuéntame A la ver, historia ¿quién ha de hablado? quién, ¿Quién ha hablado? quién dejó a Actualícenme, quién. actualícenme. Vea, yo le cuento, papi, vea, Tricky, vea. Supuestamente que Romeo tenía a Julieta, marica, entonces Cisas. Entonces, que Julieta, que no sabía que si Trino tra, marica, que si quería ir o no, marica. Mano, y que literalmente que Romeo dijo, no, marica, ¿cómo así? ¿Cómo me puedes hacer así? Que le rompió el corazón, marica. Y no, paila, marica. Y entonces llegó otra, marica, que esa otra le dijo, uy, papi, vos tenés el corazón roto, pues vení, papi, te lo reparó bien melo, papi, lo reparó, marica. Pero llegó la Julieta y dijo, no, ¿cómo así, marica? No puede estar con la otra, que tin, que tran, que truco. Y no, marica, y se formó un despelote, marica, la real. Una cosita más que faltó, que me contó Julieta, la pareja